Le Parti socialiste est-il socialiste? La question peut sembler incongrue, et pourtant elle ne l'est pas. De même d'ailleurs que l'on pourrait s'interroger si un parti qui se revendique du libéralisme est nécessairement un parti vraiment libéral, ou un parti qui se dirait républicain. C'est d'ailleurs l'une des principales leçons que je voudrais faire passer à travers ce cours, c'est une invitation à se méfier des concepts, à se méfier des étiquettes. Parce que les concepts, parce que le sens d'un mot peut varier d'un cadre à l'autre, d'un contexte à l'autre. Et on peut légitimement considérer que le socialisme est l'ensemble des doctrines, des théories politiques défendues par les partis qui se disent socialistes. Ou inversement, et c'est plutôt dans cette seconde optique que l'on se place dans le cadre d'un cours de philosophie, considérer que le socialisme est une philosophie politique spécifique et que c'est dès lors par la correction, la cohérence, l'adéquation entre les politiques menées, les positionnements adoptés par un parti et cette conception philosophique que l'on peut juger si la revendication, l'étiquette, le concept utilisé par un parti politique est ou non adéquat d'un point de vue philosophique. Une fois encore, cela ne vaut pas spécifiquement pour le socialisme. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer justement comment, sur ces 50 dernières années, dans les partis qui se revendiquent du socialisme, qu'ils soient explicitement des partis dits socialistes ou sociodémocrates, ou par exemple les partis travaillistes dans les pays anglo-saxons, c'est qu'on a pu constater une évolution assez forte du positionnement et que la philosophie, justement, en théorisant d'une part les principes propres au socialisme et d'autre part les principes propres au libéralisme de gauche, permet de comprendre cette évolution comme étant une transformation progressive du socialisme vers le libéralisme de gauche. Transformation qui sera vécue et assumée clairement par certains de ces partis. Pour d'autres, par contre, cela sera davantage vu comme étant une contrainte, une nécessité, quelque chose qui n'aura pas été assumé de manière officielle, mais plutôt subi éventuellement à contre-cœur. Alors, il faut comprendre les raisons de cette évolution, notamment en se repositionnant donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On a eu cette période des 30 glorieuses, période de forte croissance économique, dont j'ai déjà parlé, qui a permis, la croissance importante a permis des recettes publiques aussi importantes, qui ont permis le développement d'un État social, un État dit providence. Et c'est une période qui correspond assez bien à une forme de triomphe de la social-démocratie, de nombreuses avancées essentielles du point de vue des partis sociodémocrates. Mais cette période s'achève avec la crise pétrolière et la crise économique qui suit, qui représente une forme de basculement, qui va d'ailleurs donner naissance sur le plan politique à l'apparition de leaders comme Margaret Thatcher ou comme Ronald Reagan, qui vont faire basculer un cadre politique qui était, on va dire, globalement fortement influencé par la social-démocratie vers un cadre que l'on qualifie depuis lors de néolibéral. Et du coup, les partis historiquement socialistes vont devoir se repositionner dans un contexte fondamentalement nouveau. Contexte dont les éléments principaux sont justement une crise économique qui n'offre plus des recettes importantes, qui ne permet déjà plus d'une croissance continuelle de l'État social, mais au contraire va structurellement poser la question de la soutenabilité du système social et de l'équilibre des finances publiques. Contexte également marqué par l'effondrement au milieu des années 80 et avec l'effondrement complet de l'URSS, donc d'abord la chute du mur de Berlin en 89 et puis quelques années plus tard la disparition de l'Union soviétique, c'est l'effondrement du contre-modèle que représentait le modèle communiste qui montrait que le capitalisme, l'organisation de l'économie par le marché n'était pas la seule possibilité. Et dès lors, même si les partis dans nos pays étaient essentiellement sociodémocrates et ne se revendiquaient pas explicitement du communisme, le communisme servait de contre-modèle, mais aussi de repoussoir, incitant, je l'ai déjà dit, les partis davantage conservateurs ou plus libéraux à faire des compromis afin d'éviter aussi une recrudescence des forces communistes. Ça a été un moteur très important, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, époque où les forces communistes représentait une force importante sur le plan politique dans nos pays. Et donc, effondrement du contre-modèle communiste qui donne l'impression que le capitalisme n'a pas de véritable alternative et qui va d'ailleurs déboucher sur la mondialisation de l'économie de marché, la mondialisation, la globalisation et la financiarisation de l'économie. Alors, ces évolutions vont aussi
fortement transformer le rapport de l'État à l'économie, comme j'ai déjà pu le suggérer dans l'une des capsules précédentes. En fait, ce que cette mondialisation va challenger, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on peut appeler la métaphore de l'île que beaucoup de philosophes politiques apprécient lorsqu'ils essayent de penser la société idéale. Ils partent de l'hypothèse d'un naufrage et d'une petite communauté de personnes arrivant sur une île, sur base de laquelle ils vont devoir recréer une société, inventer une autorité, inventer des principes qui doivent régir le fonctionnement des relations sociales sur cette île. Mais la métaphore de l'île, c'est la métaphore d'une communauté fermée, où l'État peut occuper cette fameuse position centrale que j'ai évoquée dans mes capsules précédentes. Éventuellement, dans un deuxième temps, on va se rendre compte que cette île fait partie d'un archipel et on va penser le commerce international. Mais on reste essentiellement dans un modèle d'une communauté fermée où il est possible d'avoir un État dans une position d'autorité centrale où le politique a donc une prise directe sur l'économie et peut fortement réguler cette économie conformément au principe du socialisme. Or, dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de cette mondialisation, cette métaphore devient totalement inadéquate. L'État est d'emblée au pluriel, se décline d'emblée au pluriel, et ce sont des acteurs qui participent à un système plus large dans lequel ils n'ont plus cette capacité, ils sont plutôt dans une situation d'autorité centrale, mais ils sont, on pourrait dire, périphérisés, ils sont plus au centre, ils sont en périphérie, ils sont dans des interactions davantage horizontales que strictement verticales avec d'autres acteurs, des multinationales par exemple, mais aussi des organisations non gouvernementales. L'État doit se pencher d'emblée donc dans cette horizontalité de relations avec d'autres acteurs et plus simplement comme une force capable d'imposer de manière verticale une autorité sur un territoire donné. Dès lors, ces États qui ancrés dans un territoire ne sont plus en mesure d'imposer leurs règles à une économie qui au contraire, elle, se joue à l'échelle mondiale. Donc le rapport que j'avais déjà illustré entre socialisme et libéralisme à travers cette articulation par rapport au marché, ici s'inverse. Le politique n'est plus en mesure d'imposer, de contraindre, d'encastrer strictement l'économie et le marché dans les limites qu'il définit. Au contraire, c'est les agents politiques qui sont obligés de tenir compte d'un système économique, des contraintes de ce système économique, de sa dynamique, de sa logique, notamment de son exigence de compétitivité pour attirer les investisseurs. Et donc c'est les autorités politiques qui doivent tenir compte des contraintes du système économique et agir au sein d'une logique économique qui dépasse leur capacité d'action propre et surtout leur capacité d'imposer des règles et des lois sur un territoire donné. Cette mondialisation va dès lors mettre les États, eux-mêmes d'ailleurs en concurrence, les systèmes sociaux, les systèmes politiques vont être en concurrence, notamment par exemple pour attirer les investisseurs, les États vont devoir penser leur politique sociale, notamment diminuer l'impôt sur les sociétés par exemple, et au risque d'entrer dans un jeu de concurrence fiscale. Mais dès lors, un des enjeux principaux de la politique économique, ça va être donc, comme je l'ai dit, de garantir la compétitivité de son territoire national. Ce qui va questionner la capacité, par exemple, de prélever des charges sociales sur le travail, puisque plus le coût du travail sera élevé, plus les investisseurs auront peut-être tendance à être tentés de délocaliser ou donc de développer leur production dans d'autres pays, ce qui mettra sous pression les systèmes sociaux, ce qui mettra sous pression les recettes publiques et posera d'autant plus la question de la soutenabilité des systèmes sociaux et des finances publiques. C'est dans ce contexte-là que le libéralisme, en plus, démontre une capacité d'autotransformation. Une fois encore, le socialisme étant finalement challengé par la transformation du contexte, le fait que le libéralisme, dans le même temps, notamment sur le plan théorique, offre des ressources qui permettent aux penseurs de gauche de développer quand même leur sensibilité à l'égalité, leur sensibilité aux droits sociaux, le fait que le libéralisme ne reste pas fondamentalement arc-bouté sur la seule forme du libéralisme classique, offre également une alternative séduisante pour les mouvements penseurs et acteurs de gauche. Ça a été particulièrement le cas en Angleterre, où je dirais que celui qui a le mieux théorisé, mis en œuvre cette transformation
des partis socialistes en parti libéral de gauche, c'est Tony Blair, donc le Premier ministre de Grande-Bretagne au tournant du XXe et du XXIe siècle, et Anthony Giddens, qui est un sociologue, un prof d'université aussi anglais, et qui était quelque part l'intellectuel derrière Tony Blair. Et ils ont explicitement voulu faire passer le Labour, donc le parti travailliste anglais, le transformer en un New Labour, le nouveau parti travailliste qui correspond explicitement, pratiquement, à une transformation, un renoncement au socialisme jugé comme étant inadéquat ou dépassé dans le cadre cadre nouveau d'une globalisation financière et économique, et dès lors d'aller finalement adapter le cadre intellectuel tout en restant fidèle aux intuitions de base de la pensée de gauche et la sensibilité aux droits sociaux et à l'égalité, mais dans le cadre de cette globalisation et dès lors en se convertissant au libéralisme de gauche. Ça prend la forme, par exemple, du fait que ces nouveaux partis vont devenir beaucoup plus des partis interclassistes. Ils sont moins soucieux de défendre une classe particulière, celle des travailleurs face aux capitalistes, de défendre des intérêts peut-être d'une grande partie de la population, mais des intérêts qui restent des intérêts particuliers face aux intérêts de l'adversaire, du capitaliste, mais plutôt, non, ils vont défendre, dans un langage très libéral, le renforcement des droits individuels, avec par exemple une attention à des questions qui sont plus éloignées du core business habituel des partis socialistes, plus éloignés des enjeux directement socio-économiques. Je pense en particulier aux droits des minorités sexuelles ou des minorités culturelles. Donc, des questions comme le droit au mariage des couples de même sexe a été fortement porté par des partis convertis au libéralisme de gauche, alors que c'est une population qui n'est pas forcément plus désavantagée qu'une autre, mais peut-être franchement pas le cas, sur les questions strictement socio-économiques. Mais par contre, ils ont moins de droits, ou ils avaient moins de droits en termes d'accès au mariage, et donc la question de l'égalité des droits individuels, du renforcement de la lutte contre les discriminations ou même d'une autre nature a été au cœur du combat de ces partis.